Bienvenue sur Santé Environnement, le podcast qui lie les mondes de la santé et de l'environnement. Réduire l'impact des soins est devenu une demande sociétale, un enjeu de positionnement, une question dont les réponses vont de la bonne gestion au changement de pratique et à des néologismes comme la smarter medicine, dont nous avons parlé ici même. Cette réduction prend des formes très différentes d'une institution à l'autre. Pour en parler aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Vincent Michelot, directeur général de la clinique générale Beaulieu. Bonjour Vincent Michelot. Bonjour Gaël. Nous vous connaissons bien à Genève, notamment à la HEDS. Nombre de nos étudiants et étudiantes trouvent des stages et emplois chez vous. Pour celles et ceux qui nous écoutent de plus loin, on a appris qu'ils étaient de plus en plus nombreux. Pourriez-vous nous présenter la clinique générale Beaulieu en quelques mots ? Alors volontiers, la clinique générale Beaulieu, c'est une clinique spécialisée de chirurgie. Nous sommes voisins, puisque nous sommes juste à côté sur les crêts de Champel. On a un peu plus de 100 lits, pour vous donner une idée de la taille de l'institution, une maternité, plusieurs services ambulatoires, notamment un service de radiologie, de radio-oncologie, de médecine nucléaire, d'oncologie médicale, de physiothérapie, bref, un plateau assez complet. J'ai la chance de diriger une institution centenaire, donc une véritable institution à Genève. Et puis depuis 2016, on a intégré le groupe de cliniques privées Swiss Medical Network. En tout cas, la plupart des établissements tentent actuellement de diminuer leur impact environnemental. Pouvez-vous nous dire quels sont les chantiers en cours de Beaulieu à ce sujet ? Alors, ils sont assez nombreux, en fait. Quand j'ai eu la chance de reprendre la direction de cet établissement fin 2021, j'ai eu le souhait de lancer une grande initiative de développement durable et je l'ai souhaitée participative. Donc, on a pris le parti de lancer un concours d'idées au niveau de l'institution. On a récolté à peu près 140 idées différentes du terrain. Et l'objectif, il était un peu double. D'une part, récolter de l'information de première main, et puis de l'autre, d'inculquer une culture d'entreprise qui soit sensible à la durabilité. Donc ça a été un vrai succès. Et suite à ça, on a structuré un petit peu ce matériau de base et on a créé 3 groupes de projets qui travaillent aujourd'hui sur des actions très concrètes de terrain, très pragmatiques, autour de 3 axes. Donc le premier axe de travail, c'est la gestion des déchets. C'est un poste très important dans le domaine hospitalier. Alors on a commencé par un exercice un petit peu particulier. On a demandé à notre société partenaire d'ouvrir une benne à ordures. Sans nous avertir, un jour, ils ont simplement étalé tout le contenu d'une benne à ordures pour nous dire ce qu'il y avait dedans. Et là, surprise, près de 20% de nos ordures étaient composées de carton, alors qu'on a un compacteur à carton juste à côté de la benne. C'est là qu'on a pris la mesure de l'importance de l'éducation dans les filières de tri. Donc, éduquer, informer, sensibiliser nos collaborateurs au développement durable. On avait aussi 16% de déchets organiques, donc non revalorisés. Donc ça, c'est un des axes sur lequel aujourd'hui on travaille très concrètement. On a aussi trouvé des partenaires au bloc opératoire, des fournisseurs de dispositifs médicaux, Johnson & Johnson, pour ne pas les nommer, avec qui on travaille aujourd'hui sur la revalorisation des métaux précieux au bloc opératoire. On jette des quantités astronomiques de métaux précieux. De l'acier, du titanium, de l'aluminium, du cuivre. Et ces filières de désassemblage et de revalorisation, aujourd'hui, elles n'existent pas. Donc, c'est un des premiers fournisseurs à nous proposer de reprendre ces trocars, ces fils de suture. Et aujourd'hui, c'est déjà en place. Pour vous donner déjà une mesure d'avancement assez concrète, à la fin de l'année passée, on avait à peu près 12,5% de nos déchets qui étaient recyclés. Aujourd'hui, on est à 18,5%. On va terminer l'année probablement à 20% et on va se fixer un objectif l'année prochaine à 25%. Donc un gros travail sur l'identification des postes qui génèrent les déchets, les filières de tri, et s'assurer que tout au long de la chaîne, les collaborateurs jouent le jeu. Et puis on a travaillé aussi avec nos médecins. Il y a une action qui est très populaire au sein des hôpitaux, c'est travailler sur les gaz d'anesthésie, parce que c'est des gaz qui ont un effet de serre très puissant. Donc on a fait le choix d'abandonner le protoxyde d'azote, qui est un gaz à très fort effet de serre, près de 310 fois l'effet du CO2.
Donc c'est des mesures qui peuvent paraître anecdotiques, mais même si les quantités utilisées ne sont pas énormes, on voit que l'impact peut être réel. Donc ça, la gestion des déchets, c'est le premier axe de travail. Le deuxième axe de travail, c'est l'eau et l'énergie. Là aussi, nous sommes des grands consommateurs. Les hôpitaux consomment énormément d'énergie. Donc on a travaillé sur les actions qui nous ont été remontées par nos collaborateurs. En stérilisation, par exemple, on a travaillé sur les cycles des laveurs-désinfecteurs. Ça paraît bête, mais en reconfigurant ces cycles avec les fournisseurs, on a réussi à recalibrer nos dispositifs et on économise 20 000 litres d'eau par année. Alors c'est de l'eau, mais c'est pas uniquement de l'eau, c'est aussi des produits chimiques. C'est une centaine de litres de produits chimiques et c'est l'électricité qui est économisée. On a aussi réduit de moitié la pression d'eau sur notre réseau, plutôt que de changer tous les robinets pour économiser le flux. Donc ça nous permet aussi de réduire notre consommation. On a mené également un projet pilote sur les hottes aspirantes, qui sont aussi des gros postes de consommation électrique. Donc en installant des capteurs sensibles aux particules en suspension dans l'air, on régule le flux de nos hottes aspirantes et on économise près de la moitié de la consommation électrique de ces dispositifs. Ça, c'est des actions qui sont assez facilement identifiables et qui ont un retour sur investissement de l'ordre de 2 ans. Donc, il faut le faire. Il faut le faire tout de suite. Idem pour les pommeaux de douche. On a changé les pommeaux de douche de toutes les chambres. On a travaillé avec une start-up jurassienne qui s'appelle Gyoza, qui divise par 2 la consommation d'eau. Donc, pour une clinique comme la nôtre d'une centaine de lits, c'est 900 000 litres d'eau par année. Et ce qu'on ne voit pas, c'est l'énergie qu'on utilise pour chauffer cette eau. Parce que non seulement c'est de l'eau, mais c'est de l'eau chaude. Donc il y a toute l'électricité qui va avec. Idem, retour sur investissement, 1 année. Et puis finalement, le dernier groupe de travail, et ça c'est un cheval de bataille dans le monde de la santé, c'est le papier et les impressions. Un établissement comme le nôtre, c'est entre 700 et 800 000 feuilles imprimées par année. C'est pas facile de s'en passer, mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est une centaine d'arbres à peu près abattus. Donc, si on peut digitaliser, si on peut améliorer les processus et s'en passer, c'est bien pour tout le monde. Et puis parallèlement à ça, on a été contacté aussi par 2 étudiants de l'Institut de santé globale qui mènent un bilan carbone sur le monde de la santé à Genève. Donc on participe à cette démarche. Les données, elles ont été fournies et on attend avec impatience le résultat de cette étude. Très bien, alors des champs très, très divers, des mesures très concrètes. On voit qu'il y a des retours sur investissement qui sont des fois très, très courts, d'autres qui demandent peut-être des changements de paradigme ou un peu plus profonds. On voit bien en santé environnementale de manière générale que beaucoup de monde voudrait avoir des pratiques plus durables, mais bon, il y a plein de jolis mots, des fois, des slogans des choses qu'on voudrait voir, mais on se heurte des fois à des choses très, très concrètes sur le terrain. Et c'est aussi intéressant d'en parler parce que histoire d'éviter d'idéaliser totalement ce qui peut être fait. Quel est selon vous certaines des barrières pour aller plus loin? Parce que là, vous avez montré des choses très concrètes que vous avez déjà mis en place en à peine 2 ans. Je sais pas, je pense est-ce qu'il y a un manque de connaissances? Est-ce qu'il y a des habitudes qui ont un peu la peau dure? Est-ce qu'il y a des défis techniques? Est-ce qu'il y a des défis économiques? Le statut, des fois, des déchets médicaux qui a un statut particulier? Est-ce qu'il y a des croyances? De votre point de vue, de l'intérieur d'une institution médicale, quel est peut-être la première barrière à laquelle vous voudriez peut-être vous adresser? Alors, sans faire de démagogie, je pense que le plus grand frein, c'est probablement penser qu'on ne peut rien faire en termes de durabilité. Et c'est vrai que dans le domaine de la santé, on a cette ultra-culture de la sécurité qui nous amène à penser que c'est compliqué de travailler sur la durabilité. Alors on a des contraintes qui sont spécifiques, c'est évident. La première, c'est l'hygiène hospitalière, la prévention de l'infection. La sécurité patient, ça reste la priorité, mais c'est aussi un oreiller de paresse. Donc, la tentation, elle est forte de ne rien faire en se réfugiant derrière cet impératif. Il y a aussi, il faut en parler, l'aspect financier. Il est clair qu'on souffre d'un déficit
de financement chronique qui s'aggravent d'année en année. Ça empêche les structures hospitalières de consentir à des investissements d'infrastructures qui sont conséquents. Aujourd'hui, vous devez travailler sur l'énergie et sur l'enveloppe du bâtiment si vous voulez avoir un impact significatif sur votre empreinte. C'est le plus gros poste aujourd'hui d'une structure hospitalière. Et puis, on a également des difficultés à intégrer ces critères de durabilité dans la sélection de nos fournisseurs. Parce qu'aujourd'hui, vous avez rarement des dizaines d'alternatives dans le domaine des dispositifs médicaux. Vous avez des critères qui sont souvent plus importants que ceux de la durabilité. Et nos fournisseurs n'ont encore pas tous intégré ces aspects-là, ce qui vous empêche un peu de verdir toute la chaîne. Mais le vent est en train de tourner et on voit des initiatives apparaître dans ce domaine. Mais d'aborder la problématique sous cet angle, c'est déjà se mettre des barrières. Moi, je préfère le voir différemment. Nous sommes un énorme consommateur d'énergie. On est des monstres énergivores, les hôpitaux. Donc, ça veut dire qu'il y a un potentiel énorme. On parlait des déchets tout à l'heure. Vous parliez des déchets spéciaux. Oui, on a des déchets spéciaux, mais dans un hôpital, ces déchets spéciaux, c'est 15% des déchets qui sont générés. Donc, les objets qui sont souillés par du sang, les piquants, les tranchants, c'est une minorité de ce qu'on produit. Ça veut dire que sur le 85% restant, on peut travailler. Donc, ça montre bien que le potentiel, il est là. Et en Suisse, on a toujours un peu de retard. On n'est jamais les leaders quand on doit penser le changement. Si on regarde ce qui se fait à l'étranger, aux États-Unis, on a des acteurs du monde de la santé qui sont nettement plus avancés que nous. Si on prend l'exemple de Kaiser Permanente, par exemple, ils sont carbone neutral depuis 2020 et ils visent le carbone net zéro en 2025. Donc, c'est des échéances qui sont très proches. Et c'est des groupes de santé qui sont tout à fait conséquents. Donc, si c'est possible à l'étranger, ça doit être possible chez nous aussi. On a des sources d'inspiration, il faut juste la volonté de le faire. Ou bien des croyances limitantes qu'il nous faut dépasser. Alors, vous avez mentionné tout à l'heure le groupe dont vous faites partie, Swiss Medical Network, qui comprend, sauf erreur, vous allez me corriger, une vingtaine d'établissements médicaux. Comme tout groupe, et là je peux en parler aussi en tant que HEDS qui fait partie de la grande HESSO, ça offre à la fois une force de frappe puisqu'on est beaucoup plus nombreux, et puis des fois, comme tout grand groupe, il y a aussi un peu de rigidité. Quels sont, de votre point de vue, de membres de ce groupe, les contraintes et les possibilités du point de vue de la santé environnementale? Est-ce que c'est plus facile? Est-ce qu'il faut un peu des leaders qui sont ensuite suivis? Est-ce que c'est quelque chose qui doit se décider de manière commune? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre point de vue? Alors, moi, je le vois plutôt comme une formidable opportunité parce qu'on a la chance d'appartenir à un groupe qui fonctionne de manière très décentralisée. Donc, l'initiative est véritablement laissée aux cliniques en elles-mêmes. Par contre, c'est une plateforme d'échange pour partager les bonnes pratiques. Et ça, c'est assez génial, puisque on réfléchit toujours mieux à plusieurs, mais on apprend surtout beaucoup plus vite. Donc, on a la chance de mener des pilotes en matière de durabilité sur différents sites et de partager nos expériences et de répliquer ce qui fonctionne sur les autres sites. Dans toute la Suisse. Donc, dans toute la Suisse, chaque site a nommé un leader de durabilité qui centralise un petit peu ces initiatives. Ils se rencontrent périodiquement pour échanger sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et puis, quand on a quelque chose qui marche, on est capable de le dérouler assez rapidement sur les autres établissements. Donc ça, c'est une formidable opportunité. Ça nous permet aussi de penser plus grand, parce que ce serait assez limitant de vouloir mener cette démarche seul. Le groupe Swiss Medical Network, aujourd'hui, il a 2 projets qui sont très ambitieux en matière de durabilité. Le premier, c'est la neutralité carbone à l'horizon 2030. Donc, c'est assez ambitieux. C'est 65% de réduction des émissions de CO2 d'ici à 2026. 2026, c'est demain. Donc, il y a plus de 40 millions d'investissements à mettre dans l'infrastructure, principalement l'énergie et l'enveloppe du bâtiment. Ça a déjà commencé. La clinique de Genolier s'est dotée d'une toiture solaire assez conséquente. Il y aura 5 millions d'investissements rien que sur le site de la clinique Générale Beaulieu à Genève. Donc ça, c'est
Ça, c'est l'objectif ambitieux à court terme. Et puis le deuxième projet, le plus important peut-être, mais le moins évident en termes de durabilité, c'est le projet de soins intégrés qui est mené aujourd'hui dans l'arc jurassien. Et là, on est en train de créer un momentum, quelque chose de nouveau dans le paysage suisse. Alors, on pourrait se demander quel rapport entre des soins intégrés et puis la durabilité. En réalité, le lien, il est très clair. Ce modèle va nous aider à repenser complètement la manière dont on dispense des soins en la rationalisant, non pas en la rationnant, mais en la rationalisant. Et traiter avec une empreinte moindre, c'est bien, mais moins traiter, c'est encore mieux. Donc, vous le disiez tout à l'heure, c'est un des axes majeurs de durabilité. On a beaucoup parlé du volet écologique, mais ce modèle, il répond aussi aux exigences des deux autres facettes de la durabilité. Il est axé sur la prévention, donc ça rejoint la durabilité sociétale, donc il y a clairement un aspect de santé humaine, et puis le volet économique aussi, parce que c'est une solution aux problèmes de financement qu'on connaît aujourd'hui dans le système de santé. Donc c'est vraiment une approche très globale, et sans être liée directement peut-être dans l'imaginaire collectif à la durabilité, c'est peut-être ce qui y contribue le plus, paradoxalement. Alors, on parle beaucoup en ce moment, parmi les professionnels de santé, de sens. Alors, on voit des articles à juste titre dans la presse spécialisée, dans la presse scientifique, dans la presse généraliste. Est-ce que vous pensez que cette durabilité dont on parle depuis le début, est-ce qu'elle peut être un facteur de création de sens justement pour ces professionnels et nos futurs professionnels de santé? Est-ce que ça peut pas finalement être un moyen de le construire et vous parliez de ces croyances un peu limitantes et du besoin justement d'un imaginaire collectif, positif. Est-ce que cette durabilité, elle peut pas finalement en faire partie? J'en suis convaincu. Clairement, parce que les métiers de la santé, c'est des métiers de l'humain, donc c'est des métiers de valeur, de sens. On observe d'ailleurs que lorsqu'un professionnel de santé ne trouve plus de sens dans ce qu'il fait, il quitte. C'est un des défis auxquels on est exposé. Et c'est une des raisons les plus fréquemment évoquées par les professionnels qui abandonnent. Donc, il y a un lien co-substantiel entre la santé et la durabilité. Je ne sais pas si on peut le dire en ces termes, mais la santé, quelque part, c'est la durabilité de l'humain. Et les jeunes générations, en particulier, sont très sensibles à ces enjeux. Je vous parlais tout à l'heure du concours d'idées qu'on a mis en place en interne. On a vu que l'enthousiasme, il s'est créé très vite. Et nos collaborateurs nous ont dit, mais finalement, on a adopté ces gestes et ces bonnes pratiques dans notre quotidien à la maison, mais on a l'impression de ne pas avoir prise dans le monde professionnel. Donc, ça paraissait être une évidence à la maison, mais ça ne l'était pas dans le milieu professionnel. Mais ils sont très demandeurs, et l'adhésion, elle s'est fait très très vite. Moi, je me réjouis de cet enthousiasme des jeunes générations. Je vois avec des yeux un peu émerveillés ces jeunes qui s'enthousiasment pour les enjeux de durabilité, pour la transition énergétique. Il y a tout à faire. Il faut repenser notre manière de produire, de consommer, de nous déplacer, ou de ne pas le faire. Et ça, c'est génial. C'est génial pour la génération qui vient. Et puis, si on pense à la durabilité sous l'angle sociétal, ce sont aussi probablement les professions de la santé qui nous inquiètent le plus aujourd'hui, puisque on sait qu'on répondra difficilement aux besoins de demain. Donc, on doit trouver aujourd'hui un moyen de garder nos professionnels. C'est un enjeu de durabilité. Et là aussi, on doit repenser nos métiers si on veut pérenniser le système de santé en Suisse. Donc, vous donnez un accord pour que nos jeunes étudiants puissent un peu vous bousculer dans vos pratiques. Complètement. Okay. Ils sont les bienvenus. Le message est passé. Alors, Vincent Michelot, je vous ai demandé d'arriver avec un objet. Vous êtes arrivé avec un énorme sac sur votre dos. Est-ce que vous pourriez le décrire et nous dire pourquoi vous l'avez apporté? Oui, alors je me suis pas ménagé. C'est vrai que c'est assez volumineux. Heureusement, je suis juste à côté. J'ai voulu apporter en fait un objet qui symbolise un petit peu le défi aujourd'hui du monde hospitalier.
et le chemin que nous avons encore à parcourir. Donc ce que je vous ai apporté ici, c'est un set d'arthroscopie d'épaule. Donc c'est un kit d'instruments chirurgicaux qu'on utilise au bloc opératoire. Donc c'est pas très visuel pour les auditeurs qui nous écoutent, mais c'est composé de 62 articles. Vous avez des chants, des compresses, des tubulures, des pinces, des housses, enfin, toutes sortes d'attirails qu'on utilise au bloc opératoire. Tout est jetable, la plupart en plastique et emballé individuellement. Donc ça, c'est un peu l'enfer contre lequel on doit lutter au quotidien. Il faut savoir que tout ce qui est ouvert dans un bloc opératoire est jeté pour des raisons d'asepsie. Donc si vous n'utilisez pas tout, ça part quand même à la poubelle. Et il y a un gâchis monstre. Donc, on est en train de mener un gros travail pour rationaliser ces kits, pour qu'ils ne contiennent vraiment que le plus petit dénominateur commun et qu'on évite de jeter du matériel non utilisé. C'est un travail démiurgique, mais nécessaire, et on ira dans les années qui viennent probablement vers moins de matériel jetable, moins de plastique, plus de matériel stérilisable. Mais voilà, on mesure encore le parcours qui nous attend quand on voit la quantité de déchets générés. Le bloc opératoire, c'est 33% des déchets générés par un hôpital. Ok, vous allez repartir avec alors ou vous nous le laissez ici? Je pense que pour éviter le gaspillage, je vais le reprendre. Merci Vincent Michelot. Merci à vous. C'était Santé Environnement, le podcast qui lie pour vous les mondes de la santé et de l'environnement.